Bienvenue sur Génération Remote, le podcast qui vous partage les bonnes pratiques du télétravail. Je m'appelle Xavier Coiffard et tous les 15 jours je reçois des entrepreneurs, des managers et des digital nomades qui me partagent leur retour d'expérience sur le remote. Dans chaque épisode, des bonnes pratiques et des conseils par ceux qui le vivent au quotidien. Si ce podcast vous plaît, partagez-le et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Hernandez, qui est cofondateur de JobGather, qui est un job board de job remote. Salut Alexandre, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter rapidement ce que fait JobGather également? Salut Xavier, écoute, déjà merci beaucoup de m'inviter, c'est un plaisir d'être là et de partager, on va dire un petit peu ce que je fais depuis maintenant 3 ans. Donc effectivement, moi je m'appelle Alexandre Hernandez, donc je suis français, j'habite à Madrid depuis quasiment 4 ans. Et je suis cofondateur de JobGather, donc on est une marketplace de job remote, d'accord, disponible dans le monde entier. On est une boîte complètement full remote. On est 4 cofondateurs, donc moi je suis à Madrid, Juan est à Bruxelles, Arnaud est à Minorque et Alexis est à Bogota en Colombie. Et les 18 employés sont, il y en a en Inde, il y en a en Ukraine, il y en a en Israël, il y en a à Madagascar, il y en a au Venezuela, il y en a au Portugal, il y en a en Suède, il y en a à Zagreb, enfin voilà, on est un petit peu partout. Même moi pour le coup, je sais des fois pas où est tout le monde. Ouais. Donc voilà, ce que je sais, c'est qu'on est 9 nationalités dans 13 pays et 3 continents. Ok. Voilà. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème du podcast, ça va vraiment être à la fois comment est-ce qu'on fait pour gérer une entreprise multiculturelle et comment est-ce qu'on fait pour manager des gens et comment est-ce que tu vas essayer de mettre un peu l'accent sur le management d'une boîte en remote. Ce que vous avez vraiment pas fait dans le simple, on va dire, parce que vous êtes remote first, enfin full remote, on va dire. Vous êtes multiculturel avec des gens de partout, et en plus vous êtes sur des fuseaux horaires qui sont complètement différents. Déjà, est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi est-ce que vous êtes, enfin d'où ça vient? Est-ce que même le fait que les cofondateurs soient dans des pays différents, c'est quand même assez atypique. Ouais, alors c'est un peu, je dirais par la force des choses, ce qui s'est passé. On est 2 cofondateurs historiques, donc c'est Juan et moi, donc Juan qui est à Bruxelles et moi à Madrid. Il faut remonter en fait à l'époque du Covid. Moi, ça faisait 9 ans que j'étais en cabinet de recrutement. J'ai démissionné du jour au lendemain, une semaine avant le confinement, mais je le savais pas, avec le seul projet de partir habiter en Espagne. Juan, en fait, était directeur financier de chez Sodexo. Il avait il travaillait notamment en Colombie à l'époque. Et pareil, il avait démissionné. Il venait de rentrer à Bruxelles. Et donc, on s'est en fait fait mettre en relation via un réseau qui s'appelle French Founders. Okay. On était dans une situation assez similaire. Tous les deux, à l'époque, 32, 33 ans. Une petite fille de 3 ans. Et tous les deux, on venait de lâcher un super boulot. Et en fait, on s'est rencontrés donc en visio parce que c'était la 2e semaine du confinement. Donc, on parle de mi-mars, fin mars 2020. Okay. On se connaissait évidemment pas du tout. Et en fait, après 2 appels Zoom, on a complètement tilté sur une vision commune, c'est-à-dire aujourd'hui, la majorité des gens sont pas forcément très heureux au boulot. Le boulot, t'y passes en fait 8 à 10 heures par jour. Tu vois plus souvent tes collègues que ta femme ou ton mari. Ouais. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider les gens à être plus heureux au boulot? Donc nous en fait on est tous les 2, moi à l'époque je suis confiné à Paris, lui est confiné à Bruxelles. On lance la boîte full remote. Et en fait on commence à trouver un dev, lui de par son réseau en Colombie, un dev en Colombie. Et en fait en recrutant on se dit que full remote c'est en fait pas mal parce que de toute façon on est confiné, on peut pas se voir, on va pas louer de bureau, on sait pas ce qui va se passer non plus dans le monde parce qu'à l'époque, maintenant c'est facile à dire, on sait que mi-mai ça s'arrête mais à l'époque on savait pas. Ouais. Et donc ça a commencé comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte, c'était cool, c'est que lorsqu'il s'agit de recruter, ton terrain de jeu, tu le limites pas à une ville. En fait, il est presque infini. Et donc on s'est dit tout de suite, on va recruter partout dans le monde. Donc voilà, c'était un peu par la force des choses que ça a commencé. Et puis finalement, on a gardé ce modèle-là qui nous convenait en fait super bien. Alors la marketplace de job remote, en fait, ça c'est arrivé après un pivot. 1 an et demi après avoir lancé la boîte, donc le pivot il est intervenu en février 2022.
Ok. Mais aujourd'hui, en fait, on est complètement aligné entre ce qu'on vend, ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on Ouais. croit. Et ce qui est marrant, c'est que le pivot, généralement, lorsque tu pivotes, les employés, il y a souvent des réactions qui sont pas toujours faciles, des gens qui quittent la boîte après un pivot. Et nous, justement, il y a eu un réalignement en fait des planètes Ouais. parce que ce qu'on vend aujourd'hui, on est complètement aligné avec qui on est nous en fait. Et du coup, le premier dev, il arrive quand? Il arrive très vite, Il le arrive très Colombien? vite. Ok. Il arrive très vite. Nous, on met un peu d'argent de notre poche au début pour lancer. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le dev, le tout premier dev, à l'époque, en fait, il faisait ça en side project, il travaillait la nuit. Aujourd'hui, c'est notre CTO et cofondateur Alexis, en fait. Ok. Ok. Voilà. Ah, donc c'est intéressant. Ça veut dire que, en fait, très vite, vous êtes donc déjà Bruxelles et Paris, même si donc c'est deux pays différents, même si il y a quand même pas mal de trucs en commun. Mais très vite, vous êtes avec un Colombien, donc j'imagine que vous parlez anglais par défaut. Vous Alors êtes lui, il sur est deux. Alors lui, il est vénézuélien, il habite en Colombie. Ok. On parle espagnol en fait assez vite. Ah, ok. Juan est franco-espagnol et a vécu en Colombie. Moi, enfin voilà, je parlais espagnol déjà. Ok. Donc assez vite en fait, les langues de travail, c'est des choses qu'on a changé par la suite. Mais au tout début de la boîte, les langues de travail c'était français-espagnol en fait. Ok. Ok. Ah, intéressant. Euh, Ok, une langue Ce qui était une commune erreur, et hein. Ce qui était une ah, erreur. On aurait pourquoi? dû passer en anglais tout de suite, Ouais. mais ça on pourrait y revenir. On a fait le changement un an et demi plus tard, ce qui est très compliqué Ouais. à changer de langue de travail. Ouais, j'imagine. Ouais. Euh, voilà. Ouais, et du coup, une langue de travail commune, l'espagnol, et deux fuseaux horaires tout de suite, quoi. Donc, Ouais, exactement. Donc, travail asynchrone, là, tu prends une grande claque. Tu sais pas forcément ce que c'est, mais ouais. et puis en plus, lui travaillait en horaire complètement décalé, travaillait le week-end. Ah, et side project. C'était voilà en plein confinement. Enfin, c'était un peu folklore le lancement. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. C'est, C'est une belle c'est, aventure en tout cas. Et on est toujours ensemble. ouais. Ça, c'est cool. C'est intéressant parce on avait eu sur un podcast avant, comme Courteau, qui lui a une boîte, pareil, très très éclatée sur le monde entier. Mais lui, à la différence, c'était une startup parisienne. Il s'était construit à deux ou trois, je me rappelle plus, mais en local. Et lui disait, j'aurais du mal à monter une boîte, tu vois, en étant en remote, parce que monter une boîte au tout début, quand tu cofondes un truc, il faut être sur place pour pouvoir échanger, c'est compliqué, etc., etc. Toi, du coup, tu l'as fait aussi, et tu l'as fait à distance. Qu'est-ce que t'en Et je l'ai penses? fait avec quelqu'un que je connaissais pas. Moi, pour le coup, j'ai Ouais, en vraiment fait plus, ouais. En tout. Je plus, ouais. pense que toutes les difficultés, je les ai accumulées. Je regrette rien parce qu'on est toujours là, on existe toujours, voilà, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, on a mis 16 mois avec Juan pour se rencontrer pour la première fois. On s'est pas rencontrés avant l'été 2021 pour Ok. des raisons en fait principalement liées au Covid, des difficultés de voyager, etc. Euh, c'est vrai que, alors, moi évidemment, c'est la première boîte que je monte, j'ai pas d'autres expériences de monter des boîtes. On dit toujours il faut pas s'associer avec les amis ou avec la famille parce que ça peut en fait donner des complications. Il y a des exemples super qui montrent que tu peux t'associer avec ta famille, tes amis, ça marche super bien. Ouais. Moi, je me suis associé avec un inconnu avec qui Ouais. j'avais une vision commune. Moi, pour le coup, je trouve ça bien aussi parce que typiquement, avec Juan, on s'entend super bien, on se dit tout. Et justement, parce qu'on n'a pas ce côté amitié profond que tu peux avoir comme deux amis d'enfance, je pense qu'on a aussi toujours eu beaucoup plus de facilité à se dire les choses. Quand ça va bien, mais quand ça va pas aussi. Ouais. Parce qu'on n'a pas cette amitié, entre guillemets. Oui, aujourd'hui, on est amis, bien sûr, mais on n'est pas amis d'enfance, on n'est pas amis intimes, en fait. Ok. C'est intéressant. Voilà. Ça aurait pu exploser en plein vol, hein. Et on Ouais, ouais. on fait peut-être partie du Ouais. 5% de ceux qui ont réussi à tenir le coup. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous donne un équilibre qui est ultra intéressant. On est très différents au niveau de notre personnalité. Moi, je suis plutôt l'extraverti, lui plutôt l'introverti. Euh, et en fait, voilà, les choses font que ça marche bien. Aujourd'hui, on est quatre, donc il y a Arnaud et Alexis en plus. Ouais. Mais en tout cas, le socle, on va dire historique, Juan et moi, est très fort et la relation marche à merveille. Ok, il y a plein de choses à dire sur cofonder ou pas une boîte avec des amis, mais du coup, ça, c'est un peu hors sujet au niveau du podcast. Il faudra qu'on en parle en off parce que On en fera un moi, deuxième. c'est ça. Moi, j'ai fait aussi les amis, j'ai pas fait la famille, mais j'ai testé les trucs et enfin bon, bref, on en reparlera en off. C'est intéressant. Donc maintenant, vous êtes 18, tu me disais, John 22. Geyser? 22, On pardon. est 18 plus 4 cofondateurs.
Ok. Et comment est-ce que tu gères l'équipe? Parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer le podcast. Vous avez une manière de manager qui est assez différente. C'est toujours un peu compliqué, tu vois. C'est toujours évidemment un thème récurrent sur le podcast. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une culture commune? Comment est-ce qu'on manage les gens? Comment est-ce qu'on, c'est tout bête, mais comment est-ce que tu vérifies que le travail est fait quand quelqu'un est il y en a un en Inde, un au Venezuela ou en Colombie, etc., etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que les grandes lignes du management, de l'organisation chez vous, et puis après on ira peut-être dans le détail. Ouais. Alors nous en fait, on est divisé en plusieurs équipes. Donc il y a l'équipe commerciale, il y a l'équipe marketing, il y a l'équipe produit, il y a l'équipe tech et il y a l'équipe contenu. Ça c'est les 5 Ok, équipes, d'accord. Chaque cofondateur gère une ou 2 équipes. ok, En fait, la majorité on gère une équipe et Juan en gère 2, typiquement. ok. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, déjà, quand tu gères une équipe, une boîte full remote, il faut faire confiance à tes équipes. Ouais, C'est le b.a-ba et ça paraît en fait presque bête de le dire, mais c'est indispensable. Moi, comme tout le monde, j'ai bossé pendant 10 ans dans un bureau à Londres avec un costume et une cravate, avec des collègues juste autour de moi que tu peux voir. Tu vois quand ça va bien, tu vois quand ils ont le sourire, tu vois quand ils n'ont pas de sourire. ouais, Et tu as un peu ce sentiment de contrôle, entre guillemets, lorsqu'ils sont à côté de toi. Avec le full remote, tu vois pas les gens. Avec le full ouais, remote en asynchrone, les gens bossent pas en même temps que toi. ouais, Typiquement, dans mes équipes, moi, des gens peuvent commencer, pour moi, c'est 14 heures. Euh, donc, il faut accepter qu'en fait, les gens ne travaillent pas dans le même fuseau horaire que toi, ne travaillent pas pareil que toi. Et pour moi, la beauté du full remote, c'est aussi de pouvoir laisser tes équipes travailler comme ils l'entendent. Typiquement, il y en a qui sont du matin et qui vont peut-être vouloir commencer à 7 heures du matin. Il y en a qui ouais. sont plutôt du soir, qui vont. Moi, je sais que personnellement, je préfère commencer à 10 heures du matin et bosser le soir jusqu'à minuit. Ok, Donc, il faut déjà accepter que, en fait, on est aujourd'hui 22, il y a 22 façons de travailler. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui délivre. Comment est-ce qu'on fonctionne? Nous, typiquement, tous les projets on utilise ClickUp pour la gestion de projet. ok, Tout est dans ClickUp. Donc, on a des dossiers en fait par équipe. Puis après, on a des sous-dossiers et on va marquer tous les projets par priorité, des deadlines, qui gère le projet. D'accord. En ce qui concerne les projets, c'est pas les 4 cofondateurs gèrent tous les projets. Non. Nous, on va donner la responsabilité d'un projet à une personne définie. Une personne qui est dans la boîte depuis 2 semaines peut avoir la responsabilité d'un projet. Une ok, personne qui est plus junior peut avoir la responsabilité d'un projet. Évidemment, le projet, il faut qu'il soit cohérent avec les compétences de la personne, il faut qu'il soit cohérent avec effectivement les urgences du quotidien, mais tu peux rejoindre la boîte, avoir un profil, on va dire, plutôt junior, et avoir un projet, parce qu'on considère que tu es la meilleure personne pour gérer ça. D'accord. Donc, je t'arrête 2 secondes sur l'outil parce que j'ai dit oui comme ça parce que je connais l'outil, mais peut-être tout le monde, peut-être c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est que ClickUp et pourquoi ClickUp plus qu'autre chose? ClickUp, c'est un outil de gestion de projet et de collaboration où en fait, donc on a tous un accès à ClickUp. On va pouvoir créer des dossiers avec des projets et tu peux assigner pour chaque projet. Donc, tu vas marquer le titre du projet, tu vas pouvoir marquer le détail du projet, tu vas pouvoir marquer des liens, tu vas pouvoir assigner le projet à une ou plusieurs personnes, tu vas pouvoir mettre des deadlines. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, l'équipe on va dire de management, c'est que tu as une vue d'ensemble sur tous les projets. Tu peux savoir où est-ce qu'on en est qu'on est en retard, Ok, qui gère tel projet, qui est-ce qu'il faut relancer parce que, par exemple, ça n'avance pas, ou en tout cas pas assez vite. ouais, Voilà, donc c'est ça, en tout cas, un outil qui nous va bien. ok, Et il y a aussi une partie, nous, typiquement, on n'utilise pas Notion. ouais, Tu as une partie qui s'appelle, je crois que c'est ClickUp Docs, il me semble, qui ressemble, on va dire, à ce que pourrait faire Notion. Et ouais, donc, on va documenter plein de choses, en fait, également dans ClickUp. Voilà. C'est un ok, outil qu'on a trouvé qui nous paraît bien. ok, Et donc, pour finir sur ce fonctionnement de projet, donc, je dis n'importe quoi, toi, Xavier, tu nous rejoins, on va t'assigner un projet, voilà, peu importe. Toi, après, tu vas t'entourer des bonnes personnes pour mener à bien ce projet. C'est-à-dire que toi, qui es là depuis 2 semaines dans la boîte, c'est on moi va qui recrute. C'est c'est ça? entre guillemets, c'est toi qui recrutes les personnes qui sont dans la boîte pour mener à bien. Si par exemple, pour ton projet, tu as besoin d'aide du CTO, eh ben, tu vas aller contacter Alexis. Donc, nous, on utilise Discord. Aucun email Ok, interne. Les emails internes sont interdits. ok, On utilise tout est sur Discord.
Tu vas aller contacter Alexis, tu vas lui demander une réunion, tu vas lui expliquer pourquoi tu as besoin de lui, et vous allez vous mettre d'accord sur la disponibilité, voilà, qu'est-ce que tu as besoin, tu vas lui fixer des deadlines, parce que c'est toi qui es responsable de ce projet. Si tu as besoin du marketing pour de la com, tu vas aller voir les personnes au marketing, tu vas peut-être aller voir Arnaud qui est responsable marketing, et qui après va te dire, tiens, pour ces projets-là, va plutôt voir Meda ou Olena. Voilà. Ok. Évidemment, si tu sais pas qui aller, si tu as besoin d'aide, bien sûr qu'on est toujours là, mais en tout cas, tu as la responsabilité de mener à bien un projet. Et alors, attends, parce que là, il y a plein de trucs. On était parti tout à l'heure sur ClickUp, donc on va refaire une couche sur les outils. Pourquoi pas d'email et pourquoi Discord? Et comment tu l'organises surtout? Alors, les emails, on était tous on est tous un peu marre des emails. Je pense qu'on reçoit tous déjà beaucoup trop d'emails de l'externe. On s'est dit que si on rajoute des emails en interne, ça va être un peu l'enfer. Le problème des emails, en fait, moi je l'ai vécu et je pense que tout le monde l'a vécu, c'est qu'il y a toujours des gens qui n'ont rien à voir avec le projet. Ouais. Ton inbox est blindé, tu t'y retrouves pas. Il y a des gens qui sont très organisés dans leur inbox, des gens qui ne le sont pas du tout. L'information se perd quand même très facilement. Okay. Discord, alors pourquoi Discord et pas Slack? Tout simplement, en fait, l'équipe tech utilisait déjà Discord. Okay. Et on s'est dit, tiens, plutôt, l'équipe tech, c'est un tiers de la boîte. On s'est dit, plutôt que de leur faire passer sur un nouvel outil, on va utiliser ce qu'ils ont. Au final, c'est la même chose, clairement. Ouais. Et ça marche très bien. Et donc, en fait, sur Discord, on a, comme Slack, tu as les messages privés, tu fais des groupes. Ouais. Tu as les groupes privés, tu as les groupes qui sont ouverts. Tu peux taguer les gens. On trouve, en tout cas, pour les conversations et pour le suivi des conversations, c'est quand même plus simple. Le fait de pouvoir taguer les gens, ils te répondent, ils te taguent. Les emails, on ne trouvait pas ça forcément très pertinent pour la communication à l'interne, en tout cas. Et donc, du en coup, fait, c'est vers l'externe, l'email uniquement. Ok. Et du coup, tout ce qui a vocation à rester, parce que le problème d'un chat, que ce soit Slack, Discord, etc., c'est que c'est de l'instantané. Donc, il y a deux problématiques. La problématique, c'est que c'est de l'instantané. Alors, quand tu bosses en asynchrone, ça peut être compliqué. Quand toi, tu te connectes, d'avoir plein de mentions, plein de trucs. Et la deuxième problématique, c'est que par défaut, par défaut, c'est presque limité dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux messages viennent faire remonter. Bien sûr. Et du coup, l'info que tu veux persistante, tu la mets dans ClickUp ou Alors, nous, en fait, on a donc le Drive Google qui est ouvert. Okay. Tout le monde a accès à tout. Donc, typiquement, c'est assez simple. Hein, tu as un dossier marketing, un dossier sales, un dossier product, un dossier... Voilà. Okay. Et dans le product, tu vas avoir le dossier pour la nouvelle feature, etc. Nous, l'idée, c'est évidemment tout documenter, parce que, comme tu l'as dit, on travaille en asynchrone. Ouais. Un message ClickUp qui va pas forcément être lu dans la minute, et puis il y en a 3-4 qui arrivent après, et en fait, le message, il part aux oubliettes et personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va documenter, et en fait, on va forcer les autres à documenter. Tiens, alors, évidemment, tu as les messages qui ont... Sur Discord, ça peut suffire, mais typiquement, je prends un exemple. Là, hier, en fait, moi, ce que j'ai besoin sur le site internet, ce que je veux, c'est qu'on rajoute une partie des recommandations de nos clients. Okay. Typiquement, si j'envoie un message à Erwan qui gère le produit, je lui dis, tiens, Erwan, tu peux me rajouter des recommandations, voici les recommandations. Non, il va me dire, tiens, tu me fais un Google Spreadsheet sur le Drive, tu me mets tout ce qui va bien, tu me mets les photos des personnes qui ont fait la recommandation, tu me mets tout sur un dossier que moi je peux retrouver et tu m'envoies le lien. Okay. Je lui envoie le lien et lui ensuite, dans son ClickUp, il s'est mis alors par ordre de priorité, ajouter cette nouvelle feature et après il va envoyer au dev, tiens, il y a le lien, toutes les infos de recommandation sont là. Voilà. Okay. C'est comme ça typiquement qu'on va fonctionner. Un outil que moi j'adore personnellement et je l'ai rencontré récemment à Lisbonne il n'y a pas longtemps, c'est Clap. Ça, je connais pas. Clap, C-L-A-A-P, c'est une boîte française. Okay. Tu connais Loom ? Ouais. Utiliser Clap, c'est français. Ok. On va dire, alors, je ne vais pas dire que c'est la même chose, parce qu'évidemment, il y a des différences, mais ce qui est intéressant, c'est que, typiquement, moi, si j'ai un bug, je vais enregistrer mon écran, je vais essayer de le faire tenir en 30 secondes, et j'envoie directement le Clap à l'équipe de dev. Voilà, ça, c'est top. Tu peux l'utiliser, en fait, tu as plein de use cases, évidemment, mais on utilise, nous, beaucoup ça, et pour l'asynchrone, faire des petites vidéos comme ça, c'est vraiment canon. Moi, je m'en sers dans une logique commerciale. Typiquement, un client a une question, boum, je lui envoie un Clap et je l'envoie au client et c'est canon. Ouais. Pour la prospection, c'est top aussi. C'est top, voilà. Ok.
Ok, désolé pour la petite parenthèse outils, mais j'ai souvent eu le retour on n'a pas assez d'outils de trucs actionnables et tout ça, donc Mm. tant qu'à faire, on creuse un peu. Du coup, ouais, revenons au management. Donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir un responsable. Tu nommes un responsable de l'équipe par projet, même si c'est un junior. Et du coup, le junior peut aller recruter les CTO S'il en a sur des besoin. compétences particulières, etc. Ouais. Mm. Euh, ok, déjà Bah, c'est marrant parce typiquement, que je te prends notre exemple. Là, récemment, on a une personne qui arrive en marketing. La personne est là depuis une semaine dans la boîte. Elle va, en tout cas, gérer en grande partie le sujet SEO. ok, Le sujet SEO, elle aura besoin du CTO, typiquement. Et ben, ouais, elle va aller le voir. ok, Tu vois. ok. Et pourquoi vous avez choisi un mode de management comme ça plutôt que tu disais tout à l'heure que les quatre fondateurs étaient un peu responsables des équipes, enfin chacun son équipe. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas un fonctionnement classique descendant, toi hiérarchisé en fait en disant c'est toi qui portes les sujets et puis après tu délègues pour les faire exécuter quoi. Aujourd'hui, typiquement, Arnaud, c'est un ex Google ou Indeed, Juan, c'est un ex Sodexo. Voilà, je pense que tous, on a connu des managements en fait très classiques, comme tu les appelles, Ouais, où en fait, tu es un pion, tu n'as pas forcément de responsabilité, t'es un soldat, tu exécutes et tu te tais. ouais, Nous, notre vision, c'est d'aider à ce que les gens soient plus heureux au travail. Alors aujourd'hui, notamment grâce au remote et pour pouvoir trouver un équilibre de vie plus sain, si on estime que si on garde un schéma classique où en fait on embauche des gens pour qu'ils soient des soldats et des exécutants, moi personnellement, quand j'ai connu ce mode de fonctionnement, j'étais pas super épanoui, je me sentais pas membre de la boîte et je me disais de toute façon je suis qu'un fusible, si demain je saute, ils vont me remplacer et ça aura aucun impact. Le fait de donner en fait de la responsabilité à tout le monde, que tu sois junior ou pas, ou que tu sois dans la boîte depuis une semaine ou depuis 3 ans, et ben naturellement, tu responsabilises les équipes ouais, et vraiment, tu vas les conditionner et ils vont vraiment sentir qu'ils font partie et qu'ils ont un impact dans la boîte. ok, Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde, on est une petite équipe, on est 22, ouais, tout le monde a un impact dans la boîte. Et le fait de gérer ton projet, eh ben, ça va te donner encore, entre guillemets, un sentiment de fierté. C'est toi qui as fait ça. Lorsqu'on a nos points weekly, tu vas présenter ce que tu as fait. Et donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui plaît aux équipes, qui nous décharge aussi. Typiquement, on se décharge, entre guillemets, ouais, de la charge mentale, de la responsabilité, même si, évidemment, en tant que cofondateur, on a la responsabilité de façon que l'entreprise avance. Mais, et puis, il ne faut pas se mentir, il y a des gens qui savent faire des choses bien mieux que toi aussi. C'est pas parce que tu es co-founder que tu sais tout faire ou que tu es le ouais, meilleur. Moi, typiquement, il y a plein de sujets, j'ai pas la compétence. Donc, autant prendre quelqu'un qu'on vient de recruter qui est qui sera meilleur. meilleur Ouais. que moi, bien Ouais. sûr. On avait parlé de ce mode de fonctionnement-là avec Carlos Diaz, je sais Ouais. pas si tu connais Carlos, Oui, oui. qui monte une Enfin, je boîte qui connais très s'appelle bien Uncut. son ex-associé, en fait. Ouais. Ok. Euh, et il a un fonctionnement un peu comme ça. Et on en parlait, il disait que justement, du coup, le modèle du CEO était vachement impacté, parce que tu vois, on a tous l'idée du PDG, tu vois, dans son Qui a beau tous les bureau avec de la pouvoirs. belle moquette, c'est Ouais. ça qui est tout en haut, et Mm. qui fouette. Et il disait en fait, du coup, ça remet vachement en question, parce que en fait, tu regardes les gens faire, et toi, ton boulot, c'est un boulot de facilitateur, C'est ça. plus qu'un boulot de chef, quoi. C'est Euh, exactement ça. Et a fortiori, dans une logique remote. ouais. Alors lui, c'est pareil, ils sont tous en remote. Et alors, ce qui est intéressant aussi sur Uncut, je mettrai le lien de l'épisode en description parce il est intéressant cet épisode. Lui, il bosse sans salarié, donc, zéro salarié, il a des freelances. Euh, mais il a des freelances qui sont jamais full-time, ce qui est intéressant aussi, mais qui sont engagés dans la boîte. C'est-à-dire qu'il finit par donner des parts aux freelances avec lesquels il bosse, pour les engager aussi. Donc il y a tout Mais un nous, modèle intéressant à c'est un peu regarder. pareil, hein. En fait, aujourd'hui, tout le monde est Ah, freelance. ok, Là, sur les 18 que je te parle, les 18 sont full-time. On a aussi des freelances qui sont en part-time ok, sur typiquement des sujets de product design, des choses. Voilà. On n'a pas ok, forcément des besoins aujourd'hui full-time, ouais, mais aujourd'hui, toute la boîte est freelance. Et en ok, fait, nous, on propose, parce que typiquement, on peut aussi embaucher les gens, alors en utilisant Deal, donc un IOR, on peut les ouais, embaucher en équivalent CDI. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde a choisi d'être freelance. ok. Parce que, alors, il y a un vrai sujet là qui me trotte dans la tête depuis que tu nous expliques ton mode de management. Enfin, ouais, mais c'est comment est-ce que tu fais pour recruter et comment est-ce que tu fais pour recruter des personnes. Enfin, est-ce que tous les gens qui postulent peuvent coller dans ce modèle, tu vois, parce que ça demande quand même pas mal de
enfin, j'ai l'impression que ça demande un profil un peu particulier, quoi. Il faut être autonome tout de suite, être capable Ouais. de dire, en fait, tiens, CTO, j'ai besoin de toi 3 heures par semaine. Enfin, ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de. Ouais, alors moi, même si effectivement je suis un fervent défenseur du remote, aujourd'hui je pense que le full remote, il n'est pas fait pour tout le monde. Ok. D'ailleurs, on le voit bien quand on voit les stats aujourd'hui, typiquement les plus jeunes, les plus juniors, Ouais. sont les plus demandeurs de bureau. Ouais. On pense toujours la nouvelle génération, ils veulent la liberté, être digital nomade. Non, en fait, aujourd'hui, ce sont les plus juniors qui sont demandeurs d'aller au bureau. Ça s'explique aussi parce que souvent ils sont en coloc dans un petit appart, ils sont pas à la campagne dans une grande maison à travailler depuis le jardin. Ouais. Et puis je pense qu'ils ont besoin aussi de mentorat. Peut-être que il y a un sujet aussi sécurité d'avoir peut-être un responsable pas très loin. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous en fait, on n'a pas énormément de juniors. Ok. Je pense que ça c'est un vrai sujet et on pourrait en parler pendant des heures. Comment aborder typiquement quelqu'un qui sort d'études en full remote. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément le cas aujourd'hui. Donc là-dessus, moi, je peux pas forcément partager énormément. Je pense que il faut des gens. Pour moi, ce que je dis souvent, c'est que si tu veux embaucher des gens en full remote, il faut embaucher des gens qui savent pourquoi ils veulent du full remote. Et je m'explique. Le full remote, alors oui, ceux qui vont critiquer vont dire le full remote c'est une excuse pour se la couler douce et rien faire. Ouais. Non, de toute façon ça marchera pas parce que quand tu as une boîte qui recrute en full remote, tu juges sur les résultats. Donc de toute façon les résultats tu peux les voir très facilement. Si la personne ne fait rien, ça se verra et la personne ne restera pas longtemps dans la boîte. Quand je dis il faut des gens qui savent pourquoi ils veulent des full remote, le full remote pour moi c'est la possibilité de choisir comment est-ce que tu veux vivre, d'où est-ce que tu veux vivre, Ouais. quand est-ce que tu veux travailler, et donc il faut être organisé. Le full remote, c'est pas le confinement. Il y a encore des gens 3 ans après, 4 ans après, qui disent ouais mais le confinement ça marchait pas. Évidemment que ça marchait pas. Ouais. On s'est retrouvé du jour au lendemain à travailler sur un bout de la table du salon, ou la table de la cuisine, ou c'est pas ça. Aujourd'hui, le full remote, c'est avoir un équipement, avoir une pièce. Moi, je pense que le full remote, c'est pas travailler sur la table du salon, la table de la cuisine. Je pense qu'il faut que tu aies une pièce dédiée. Ouais. Moi, typiquement, alors moi, c'est dans ma chambre, mais moi, j'ai un bureau. C'est uniquement pour bosser. J'ai un bureau qui monte et qui descend. Je peux bosser debout. Je suis bien. J'ai mon deuxième écran. J'ai une bonne connexion Internet. J'ai la possibilité d'aller au coworking. Chez JobGather, on paye le coworking Ouais, ça, à cool. ceux qui veulent. Voilà. Ouais. Parce que le remote, c'est pas non plus travailler que de chez soi. Juan, par exemple, il va au coworking tous les jours. Ouais, moi aussi. Typiquement, c'est mon cas. Voilà. Moi, typiquement, je vais au coworking entre, allez, on va dire 1 à 2 jours par semaine. Mais par contre, moi, je vais bosser de l'étranger. Je vais bosser dans des halls d'hôtel. Moi, je vais beaucoup plus bouger. J'ai besoin, même chez moi, c'est un petit appart, mais je vais bosser. Là, je suis assis dans mon canapé. Demain, je vais assis sur la table du salon. Je vais me mettre dans ma chambre. Donc, pour revenir à ta question, voilà, je pense qu'il faut déjà arriver à identifier que les personnes veulent du remote pour les bonnes raisons, parce qu'elles ont besoin d'emmener les gamins à l'école le matin, par exemple. Ouais. Et puis après, tu le vois assez vite. Alors évidemment, nous, en tant qu'employeur, il faut aussi savoir accompagner ces personnes, leur donner les bons outils, les responsabiliser, leur faire comprendre qu'on n'est pas là à les fliquer, leur pas donner la peur de « faut vite que je sois connecté sur Discord parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts ». Non, c'est pas le but. Si les gens ont besoin de n'importe quoi, de bosser aujourd'hui peut-être qu'une demi-journée parce que, j'en sais rien, ils prennent l'avion le matin, et ben en fait, il faut aussi accepter ça. Et si derrière le boulot est fait, et ben en fait, c'est pas notre problème que la personne a pris l'avion le matin pour aller je sais pas où, ou elle a pris son cours de Zumba à 11h du matin. Il faut arriver à se détacher. Ce qui est pas facile en tant que manager. Et moi, j'ai été un manager, on va dire, classique à l'ancienne dans un bureau. C'est pas facile d'accepter ça. Mais lorsque tu arrives à te détacher de fliquer les gens, de s'assurer qu'ils commencent à 9h du matin, et ben en fait, c'est quand même beaucoup plus sain. Enfin, de toute façon, c'est obligatoire. C'est même pas sain, c'est obligatoire pour un management en full remote. Et toi, en fait, moi aujourd'hui, typiquement, moi quand j'ai commencé avec Juan, qui est mon associé, j'étais un peu en train de me dire, faut que j'arrive à 9h du matin parce que en fait, j'ai connu que ça pendant 10 ans. Et non, aujourd'hui, si moi, typiquement, ma gamine, je l'ai 1 semaine sur 2, ben, quand je l'emmène, je vais pas commencer à bosser avant 9h30. Les jours où je l'ai pas, si je me réveille à 8h, bah, je peux bosser à 8h15, sans problème.
Euh, Et voilà. du coup, sur la mesure, tu vois, qu'est-ce que tu regardes? Parce que tu disais tout à l'heure qu'en gros, il y avait un responsable par projet, Mhm. qui pouvait être n'importe qui, et Mhm. que tu avais une deadline sur le projet, et que du coup, j'imagine que pour savoir si ça fonctionne ou pas, bah, tu regardes la deadline, et si la deadline est dépassée, c'est que le mec est en retard. Voilà, bah, c'est débile, mais voilà. Mais du coup, la question se pose qui est-ce qui fixe la deadline? Est-ce que c'est le responsable du projet? Et si c'est le cas, est-ce que toi, tu as un regard là-dessus en tant que manager ou cofondateur du truc? Tu vois, comment est-ce que tu estimes la deadline et comment est-ce que tu estimes que ça fonctionne bien ou pas si t'as pas de... La deadline, en fait, on la fixe. Donc, il y a toujours un des cofondateurs qui va la fixer avec le responsable de projet ou la responsable de projet. Ok, ok, Parce que bah, nous, typiquement, on a aussi la vision long terme, on sait où on doit aller, on a la relation avec les investisseurs. Donc voilà, on a ces enjeux qu'en fait, quelqu'un dans la boîte n'a pas forcément, on va dire, tous les, tous les détails que nous, on peut avoir. Donc nous, effectivement, on a ce besoin, on va fixer. L'idée, c'est que la personne nous dise aussi, la personne qui connaît mieux le projet que nous, ouais, peut nous dire bah tiens en fait là les gars c'est un peu dingue de donner 3 jours alors qu'en fait il m'en faudra peut-être 10. ouais, Donc on va fixer une date ensemble. Et l'idée en fait c'est que nous on a des points. Alors on a un point d'équipe toute la boîte une fois par semaine où en ok, fait chaque responsable de projet va parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, où est-ce qu'il en est par rapport à ses projets. Typiquement on peut dire bah tiens aujourd'hui moi ce projet je suis en retard. On va ok, expliquer pourquoi, mais je peux être en retard. C'est pas, on va dire, grave, tu vas ouais, pas te faire virer parce que tu es en retard. L'idée, c'est de comprendre pourquoi. On va parler des highlights, lowlights de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien marché. Et après, en fait, typiquement, chaque cofondateur va avoir des points par semaine avec les différents responsables de projet pour voir où est-ce qu'on en est. On va voir les avancées. Est-ce ok. qu'en fait, bah tiens, on allait plus vite que prévu? Est-ce que finalement, ça va prendre plus de temps que prévu parce que ça ou ça? Et on peut aussi réadapter, on peut reculer une date butoir de quelques jours, d'une semaine, s'il le faut. Euh, Est-ce que c'est des deadlines courtes ou est-ce que par exemple tu as des trucs où tu te dis bon je sais pas il faut que je refasse cette partie du site internet j'en ai pour 2 mois ou est-ce que c'est des deadlines non deadlines longues pardon 2 mois ou est-ce que c'est des deadlines vraiment courtes en disant voilà il faut que je mette en place je sais pas 2 articles de blog pour tel truc donc j'en ai pour 2 semaines. Il y a de tout. Ah ouais, Ok, ça peut être une deadline dans 48 heures, parce que c'est un truc, en fait, comme tu dis, c'est écrire 2 articles de blog, bah, en fait, ou même pour demain, ouais, ou effectivement, tu as les gros, notamment pour la partie tech. Là, récemment, on avait une grande refonte de toute la partie authentification du site. Bon, bah, ça, typiquement, il y a eu un mois de projet. ok. Bien sûr, ça dépend vraiment du projet. Et du coup c'est les weekly avec les cofondateurs ou qui permettent de piloter et de voir un peu si C'est ça en ça. avance en retard si C'est ça ça. fonctionne pas etc etc. C'est ça, Ok. typiquement le responsable de projet, ça peut être quelqu'un au marketing, va avoir un weekly avec le cofondateur et va expliquer, bah tiens, voilà, là j'en suis là, je vais arriver dans les temps, je vais... Donc nous, on a quand même ce regard, on va dire, de contrôle, entre guillemets. Nous, ça Ouais, nous permet aussi de juger, en fait, les personnes, de savoir si c'est déjà la bonne personne pour le projet, si c'est la bonne personne aussi pour l'entreprise. Euh, et en fait, en donnant cette responsabilité du projet, comme je sais, tu responsabilises ces personnes, et en fait, elles se sentent beaucoup plus, on va dire, membres à part entière de l'entreprise. et tu Et ça, penses d'un que point c'est de vue culture, c'est super intéressant ouais, aussi. c'est intéressant. Ouais. Et nous, depuis 3 ans, on n'a quasiment eu aucune démission. On a sorti J'avais- des personnes, nous, Ok, mais en fait, des personnes, on n'a quasiment eu aucune démission. On en a eu quelques-unes, mais c'est dérisoire, en fait. ok. Tu peux tu peux nous dire un peu les personnes que vous avez sorties, les raisons, dans les grandes lignes, hein, pas dans le détail évidemment, mais Mm. c'est toujours intéressant de savoir. Parce que quand ça fonctionne, c'est toujours simple. Mais tu vois, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour quelles raisons est-ce que vous vous y êtes Donc nous, ce qu'on séparés? fait, c'est qu'une fois par mois, avec les 4 cofondateurs, on réévalue toutes les personnes de la boîte, tout le monde. Ok, Et effectivement, ça va être très bien. Enfin, voilà, ça se passe bien, doit s'améliorer, ou là, effectivement, c'est dans le rouge ok, en fait, il faut vraiment, vraiment que ça change vite. Et donc après, on va les accompagner pour comprendre pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'une formation, on va leur payer une formation, typiquement. Ça peut aussi être le cas. Les personnes qu'on a pu sortir, typiquement, ce qu'on a beaucoup, ça va être euh, des personnes.
ne délivre pas. Enfin, c'est assez simple, hein, mais Ouais, tiens, t'es responsable de telle partie, tu délivres toujours en retard, tu délivres mal, il faut toujours repasser derrière. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est là où, et moi je l'ai connu, hein, dans les bureaux, t'as quand même beaucoup de gens, ils font un peu semblant de bosser, ouais, quand le ouais, patron passe, on allume l'écran, ouais, et dans beaucoup de boîtes aussi, ah bah tiens, il bosse bien, il est là jusqu'à 19h30 tous les soirs. Ouais, ouais, mais en ouais, fait, il fait rien, enfin, il délivre pas. Donc nous, vraiment, c'est sur le sujet, qu'est-ce que la personne délivre? Est-ce que c'est délivré correctement? Donc tu as un sujet qualité. Est-ce que c'est ok. délivré dans les temps? Et si effectivement, ça dure, ça se répète, et ça s'améliore pas, et ben dans ces cas-là, effectivement, Et c'était des gens qui étaient pas adaptés au full remote, tu penses? Ou juste c'était pas la bonne personne pour le poste? Euh, alors, pas adapté au full remote. Le full remote, c'est un peu nouveau pour tout le monde. Donc, c'est un peu dur. Enfin, typiquement, nous, la majorité des gens qu'on a embauchés, c'est la première fois qu'ils sont en full remote. Ok. Quasiment tous. Mais nous aussi, en fait. C'est la première fois qu'on est en Ouais, full ouais, remote ouais, aussi. Donc, c'est un peu dur de juger ce qu'ils sont adaptés ou pas. En tout cas, on estime que si on les a embauchés, c'est parce qu'on estimait qu'ils étaient là pour les bonnes raisons. Euh, non, c'est un sujet, effectivement. Moi, enfin, les personnes qu'on a pu sortir parce qu'ils délivraient pas, ou en tout cas toujours en retard, moi je pense qu'ils auront les mêmes personnes ils auront les mêmes problèmes s'ils sont en présentiel. ok, Tu vois. ok, ok. Après C'est c'est toujours intéressant. dur, hein, c'est toujours dur de savoir. Ouais, ouais, C'est non, un bien sûr. humain versus un humain, et typiquement, selon les boîtes, selon le type de management, il y a des choses en fait qui marcheront peut-être très bien chez nous, et puis qui marcheront peut-être pas dans une boîte en présentiel, ou peut-être qui marchera pas non plus dans une autre boîte remote. Ouais, C'est assez dur de savoir, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on estime, et l'idée c'est vraiment de donner la chance à la personne, ou la responsabiliser, de l'accompagner si ça va pas, ouais. de peut-être l'aider à se former, mais si vraiment ça marche pas, bah oui, il faut sortir. Comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous gérez la communication parce que entre les salariés, enfin pas les salariés mais les membres de la boîte du coup, sachant qu'ils sont sur des fuseaux horaires différents, avec des cultures différentes, euh, pour l'avoir vécu, c'est pas forcément évident. Et encore plus quand tu es isolé. Enfin, tu vois, comment est-ce que vous mettez du lien et de la culture dans tout ça? C'est aussi le rôle du management de faire ça. Ouais, ouais, ça c'est un vrai sujet, c'est pas facile. Alors déjà, quelque chose que moi j'ai appris de par ma carrière, tu peux pas forcer les gens à parler aux autres personnes. Ouais, T'as des gens qui sont beaucoup plus sociables et qui ont envie de parler à tout le monde. T'as des gens qui ont juste pas envie. Et en fait, c'est pas grave si quelqu'un veut pas parler aux autres. ouais, Chacun est comme il est. Et ça, je pense qu'il faut respecter. Et il y a beaucoup de boîtes où, pour moi, c'est typiquement avec le Chief Happiness Officer, qui moi, je pense que c'est bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je suis pas forcément fan de ce poste-là. Où en fait, on veut absolument que tout le monde soit les meilleurs amis, le monde bisounours, on est tous copains, on va toujours boire un verre. Moi, ça, j'y crois pas. ouais, Donc il faut premièrement respecter chaque personne. C'est sûr que culturellement, nous on a aujourd'hui des personnes d'Amérique latine, naturellement ils ont plus de facilité à se parler entre eux. Alors il se trouve aussi que la majorité sont dans l'équipe tech, mais pas que. ok, Effectivement, typiquement Solange qui est colombienne dans l'équipe contenu va plus facilement parler à Hernan qui est tech, qui est aussi colombien, naturellement. ok, ouais, Culture similaire, ou en tout cas Colombie, Venezuela, bon, plutôt culture plutôt similaire. Et puis, tu as un sujet de la langue. Même si aujourd'hui, nous, la langue de travail, c'est l'anglais, les réunions sont en anglais, toute la documentation est en anglais, il y a des gens qui sont, évidemment, tu seras toujours plus à l'aise à parler soit sur ta l'espagnol, langue soit à natale. Madagascar, le français. Ouais, Donc, c'est vrai que ça joue, et ça va aussi impacter la communication. Nous, ce qu'on fonctionne sur Discord, c'est que on a comment on appelle ça, des chaînes vocales ouvertes. ok, Ouais, channels, ouais, ouais, qui sont ouvertes. Donc il y en a plein. Typiquement, il y a Madrid, il y a Bruxelles. Les techs, ils ont tout un tas de noms. Moi, je comprends pas trop leur délire, mais bon, limite, je suis pas un tech. Et en fait, quand tu es dans une room vocale, c'est que tu sais que n'importe qui peut venir. ouais, ok, Et tu acceptes ça et tu veux ça. Moi, typiquement, Juan, il est connecté sur Bruxelles tout le temps. Alors, ok, des fois, quand il est en mute, c'est qu'il est sûrement en réunion ailleurs. Mais typiquement, moi, je le vois dans Bruxelles. Boum, j'arrive dans la salle. Tiens, Juan, je veux qu'on discute. ok, ça c'est Euh, intéressant. Il y a des équipes qui le font beaucoup mieux que d'autres. L'équipe de Madagascar, ils sont toujours connectés. Donc, ils sont 4 dans l'équipe de Madagascar. C'est l'équipe contenu.
Ils sont pas physiquement à côté, mais ils sont toujours en fait dans la room ouverte et en fait ils font leur boulot et ils discutent. Alors t'arrives, si toi t'arrives, bon bah ils switchent en français ou en anglais s'il faut, ce qu'ils vont notamment, sinon ils parlent en malgache entre eux évidemment. Et c'est très bien d'ailleurs. Et donc l'idée c'est vraiment d'encourager ces rooms ouvertes et que tu puisses en fait, pendant que tu travailles, créer du lien sans que ce soit une réunion formelle. Te raconter, hier il y avait la Ligue des Champions, bah, tu peux parler de foot si tu as envie de parler de foot. Donc on va essayer de créer ça. Comme je te disais, il y a des équipes, les équipes tech le font très bien, l'équipe de contenu le fait très bien. Moi qui suis commercial, bah, je suis quand même souvent au téléphone ou quoi, donc c'est un peu plus difficile. Mais on essaye vraiment de pousser ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois par mois, on va tous se retrouver. L'idée, c'est aussi de faire des jeux. Alors, on essaie d'être le plus assidu possible sur le sujet, mais ça marche bien. On va essayer de faire des jeux en ligne. Et là, on va mélanger les équipes. Voilà. Donc ça, c'est des trucs qui plaisent pas mal et qu'on essaie de faire au maximum. Là, bah, c'est demain, justement, une fois par mois, on a le Feedback Day, où en fait, on va pousser tout le monde, quelle que soit ta hiérarchie, c'est bottom-up ou dans l'autre sens, d'aller demander des feedbacks à l'autre. Donc là, l'idée, c'est aussi on va dire, de créer du lien et de parler d'autre chose que... Alors, c'est un feedback sur la manière dont tu travailles, mais on va pas parler d'un projet en particulier. Et aussi, bien évidemment, le full remote, ça ne veut pas dire ne jamais se voir. L'idée, nous, c'est que 3 fois par an, on se retrouve. Alors, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réunions par région. Donc, nous, on a 3 régions. C'est la région Madagascar, la région Europe et la région Latam. Là, depuis quelques semaines, en fait, là, on a 2 personnes en Inde. Donc, c'est une nouvelle région qui s'est créée, qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver entre 3 et 5 jours par région. Donc, les Européens, nous, on s'est retrouvés à Barcelone la semaine dernière. On a loué un grand Airbnb avec chacun sa chambre. Et en fait, l'idée, c'est pas de fermer la boutique, c'est de continuer à bosser. Mais à l'avance, tu sais que typiquement, nous, on s'est retrouvés 4 jours. On avait à peu près la moitié du temps qui était bloqué, où tu n'allais pas bosser, tu n'avais pas de réunion avec des clients. Et typiquement, on a fait des activités. On a fait une balade dans Barcelone. On allait au restaurant. On a fait un brainstorm. Voilà. L'idée, c'est de faire à la fois du co-working, du co-living, mais de quand même garder la boutique ouverte parce qu'il faut quand même bosser. Il y a eu une réunion au Latam, ils se sont retrouvés à Medellín il y a 2 semaines, et Madagascar se retrouve cette semaine, pareil. Et ça, évidemment, tout est payé, les vols, l'hôtel, l'Airbnb, les activités, tout est payé par la boîte, évidemment. C'est marrant parce que là, tu dis qu'il y a des Indiens, il y a des Européens, des gens à Madagascar et des gens au Latam, Amérique du Sud. Est-ce que tu arrives facilement à faire communiquer et bosser les gens ensemble et au-delà de bosser, peut-être l'idée de créer une culture commune, est-ce que tu arrives à mettre du lien dans des gens qui sont aussi différents? Parce qu'entre un Indien et un Finlandais, il y a une sacrée différence, quoi. On a une Serbe à Stockholm, enfin oui, un peu tout. Un Vénézuélien à Valence, une Ukrainienne à Zagreb. Alors, effectivement, le sujet culturel, c'est un vrai sujet. Arriver à les faire travailler ensemble, oui. Parce qu'encore une fois, on travaille par projet. Ils sont tous là pour faire en sorte que JobGather fonctionne. Donc, travailler ensemble, c'est pas un sujet. Évidemment, par contre, tu ne travailles pas avec quelqu'un d'Inde comme avec quelqu'un du Venezuela, comme avec quelqu'un d'Ukraine. Ça, c'est pour moi quelque chose que... Alors, à Londres, j'avais des équipes déjà multiculturelles, mais ça restait quand même plutôt européen. Et déjà au niveau européen, typiquement, tu bosses pas avec un Belge comme avec un Français, typiquement, ou avec un Allemand. Donc tu passes un. Ah ouais. Ouais, clairement. Typiquement, moi, c'est là où j'ai remarqué que les Français, on est beaucoup plus proches des Espagnols que des Belges. Les Belges bossent beaucoup plus comme des Allemands ou des Hollandais. Ça, faut pas leur dire, mais ils sont beaucoup plus carrés. Nous, on est beaucoup plus bordélique, on est beaucoup plus. Moi qui vis en Espagne, je trouve qu'on ressemble beaucoup plus aux Espagnols, typiquement. Donc quand tu ajoutes l'aspect, on va dire, mondial, effectivement, c'est compliqué. Quelqu'un d'Amérique latine, il faut être beaucoup plus direct, beaucoup plus directif avec quelqu'un de Colombie ou de Venezuela qu'avec quelqu'un d'Ukraine. Avec quelqu'un d'Ukraine, il faut prendre beaucoup plus de pincettes pour parler, tu peux pas être aussi directif. Donc ça, c'est vrai que c'est super enrichissant parce qu'en fait, tu te rends compte que on est ultra différents. Ça te permet d'ouvrir en fait ta vision du management et ta vision du monde qui est top. Enfin, moi, j'adore ça, travailler avec des gens de plein de cultures. Mais c'est vrai que il faut le prendre en compte.
et que la notion de deadline, elle n'est pas la même selon les pays. Je citerai personne parce que c'est pas le but, mais quand on dit ça doit être fait dans 48 heures, tout le monde ne le comprend pas pareil. Ouais. Et ben, faut le savoir. Parce que, et c'est pas dire lui ou elle est nulle parce qu'elle a pas respecté la deadline, il y a aussi un aspect culturel. Ok, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait quand même un beau tour de tes techniques de management et de comment est-ce que vous gérez tout ça. Tu devais nous parler du switch de En anglais. l'espagnol vers l'anglais. Ouais. Pourquoi est-ce que c'était une mauvaise idée de commencer en espagnol? Et Alors en comment est-ce fait, que vous faites pour switcher? dès le départ, c'était espagnol-français, selon Ok, un peu les cas. Langue de travail, tu peux pas avoir deux langues en fait. À la limite ouais, que ta langue soit l'espagnol, soit le français, soit l'anglais, peu importe, mais tu peux pas avoir deux langues. Et donc ce qui se passait, c'est qu'on faisait des réunions, les gars du Latam parlent en espagnol, et puis après on traduisait pour ceux de Madagascar en français. Enfin, c'était ouais, c'est compliqué. l'enfer. Donc en fait, quand on a pivoté, on s'est dit bon là, on arrête les bêtises, anglais. Donc tous les communications sont faites en anglais. Toute la documentation, enfin toutes les communications, documentation en anglais, les réunions sont en anglais. Ok, Et alors, il y en a certains qui parlaient pas très bien anglais. Typiquement, on a payé des cours d'anglais à certains. ok. Et en fait, quand tu obliges les gens, et ben naturellement leur niveau a augmenté en fait très vite. Ça Ah c'était bah top ouais. et eux étaient aussi super contents. On a mis du temps. Non, je dis une bêtise. En fait, on l'a fait juste un peu avant le pivot, mais on a mis entre 6 et 9 mois à faire passer ça. Et on était à l'époque une boîte de 10 personnes. Ah ouais, ok. Donc typiquement, quand j'entends des fois des boîtes qui sont 200, 500 dire là on va passer en anglais, notamment tu as des grosses startups ou des grosses scale-up françaises qui s'ouvrent à l'étranger et qui veulent switcher. Ouais, Ouais, c'est vraiment compliqué quand tu as mis en place des habitudes. Et puis naturellement, c'est plus facile de parler dans ta langue natale. Pour moi, le français, c'est le plus facile, évidemment. ouais, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est répéter, non, écris pas en anglais, parle pas en français, enfin, écris pas, parle pas en français, écris pas en français ou parle pas en espagnol. Anglais, ouais, anglais, anglais, anglais. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est top parce que c'est vraiment assimilé. Les nouveaux qui arrivent, et la documentation, elle est en anglais. L'historique du Discord, il est en anglais. Et donc, les gens peuvent tout de suite ouais. pick up. Et par contre, nous, aujourd'hui, l'anglais, c'est obligatoire. C'est même pas une option. Il faut pouvoir comprendre l'anglais, te faire comprendre. On ne demande pas que tu aies un niveau et que tu parles comme un vrai anglais. À la limite, peu importe. Chacun a son accent. Moi, j'ai mon accent français. Chetan a son accent indien. Juan a son accent belge. C'est pas le problème, on s'en fiche. Ouais, L'idée, c'est de pouvoir communiquer, d'être à l'aise, en tout cas en anglais. ok. Ouais, c'est intéressant l'histoire de Switch. Je pense que j'avais jamais eu le retour d'expérience sur le Switch. Moi, je recommande à tout le monde qui a une ambition internationale, à la limite, full remote ou pas, Ouais, de mettre l'anglais le plus tôt possible. Et d'ailleurs, moi, là, je connais des startups françaises où ils sont 10 ou 15 ou 20. Ils ont commencé, ils étaient que des Français, mais ils ont mis l'anglais tout de suite. ouais, Alors évidemment, entre eux, ils se parlent en français, c'est avec des Français, mais documenté tout en anglais, sur le Slack ou le Discord en anglais. Et ouais. donc, ils m'ont dit, en fait, là, on a comme ça recruté quelqu'un, je sais pas, du Danemark, des États-Unis, etc. Et ben, en fait, c'était vachement facile pour l'intégration de ces nouveaux aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, moi j'ai fait un accélérateur de start-up avec Carosia, du coup, justement, à l'époque à Mm. San Francisco. Et c'est le truc qui nous mettait tout de suite. C'était, ok, maintenant, c'est anglais par défaut tout le temps. Sauf qu'on faisait entre français à la limite. Et c'était dur de ouf. Bah oui, non, mais C'était, c'est c'était vraiment dur. difficile, quoi. Ouais, C'est beaucoup plus dur qu'on l'imagine. Mais une fois que alors, et en plus, nous, enfin, la majorité de nos clients sont aux US, la majorité de notre trafic est aux US. ouais, On devient un peu on devient un peu une boîte US par la force des choses. Moi, je parle qu'en anglais toute la journée. Euh, En fait, c'était logique de le faire, mais ouais, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Donc moi, je recommande vraiment, faites-le le plus tôt possible. ok, ok. Bah écoute, super intéressant ton retour d'expérience. C'est toujours cool d'avoir des boîtes en full remote parce que moi, ce que j'aime bien, je crois, dans le remote, au-delà de la liberté et de l'autonomie que ça donne aux gens et aux gens qui le font, c'est qu'en fait, quand tu veux monter une boîte comme ça, t'es obligé de reprendre presque tous les points qui te semblent normaux et de dire bon, ok, maintenant, en fait, on se voit pas et on travaille différemment. Donc, comment est-ce qu'on fait et quel est le meilleur moyen pour le faire? Et du coup, ça fait toujours des expériences et tu vois, des façons de faire qui sont hyper intéressantes, quoi. Beaucoup plus que des boîtes Et c'est peut-être pour de ça que bureau, c'est quoi. aujourd'hui, je pense on parle il y a pas mal de remote bashing, un peu le retour en arrière, notamment en France. Hein. En France, on n'est quand même pas les bons élèves du remote. Ouais, Euh,
je pense qu'on revient à ce qu'on connaît, on revient à ce qui nous rassure. Et ce qu'on connaît, c'est le bureau. Enfin, je veux dire, ça fait des années, des décennies qu'on est au bureau. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Covid, pour moi, n'a pas changé les choses, a accéléré les choses. Le Covid. Les gens, en fait, en ont juste marre de passer 1h30 dans le RER pourri, qui est en retard 9 fois sur 10, pour envoyer des Slack ou des emails, en fait. Moi, je pense que le bureau n'est pas mort. Et je prends souvent l'exemple de Blablacar. Moi, je trouve qu'ils font quelque chose de top. C'est qu'ils ont des nouveaux bureaux qui sont en plus tout neufs. Ils ont dépensé des millions dans ce bureau, qui est magnifique. Par contre, chez eux, tu fais ce que tu veux. Tu peux venir au bureau ou pas. Tu peux être en full remote dans 6 pays, chez Blablacar. Et en fait, ils ont, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais ils ont pas loin de 70% des employés qui viennent toutes les semaines au bureau. Pas tous les jours, mais toutes les semaines. Mais typiquement... tu viens parce que tu as un projet avec 2 collègues et que tu as envie de collaborer. Et donc, en fait, ils ont pensé leur bureau, non pas comme un lieu de travail, mais comme un lieu de collaboration. Un lieu de rencontre. Il y a un article hier qui disait que de plus en plus de bureaux se basent sur le modèle de l'hôtel pour repenser les espaces. Dans un hôtel, un hall d'hôtel, c'est pas l'endroit où tu bosses. Un hall d'hôtel, tu as des canapés qui sont pour discuter, etc. Moi, d'ailleurs, j'adore bosser dans les halls d'hôtel. Déjà parce que c'est moins cher qu'un coworking. Souvent, c'est super beau. Et tu as juste le café à payer, en fait. Et c'est vrai que c'est des lieux qui sont agréables, qui sont chaleureux, où tu as envie de t'asseoir. C'est des bons canapés ou des bonnes chaises. Et donc, c'est super intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, le bureau, comme fait Blablacar, doit être un lieu de rencontre, doit être un lieu d'échange, doit être un lieu de collaboration. Mais si tu sais que tu vas envoyer des Slack et des emails toute la journée, bah en fait, reste chez toi. C'est ça. Ça sert à rien de faire 2 heures, ou 4 heures de trajet dans ta journée pour aller envoyer des emails, c'est ridicule. Ou pour coder toute la journée, quoi. C'est débile. C'est exactement ça. Et en plus, tu vas dans un open space souvent qui est hyper bruyant, t'es tout le temps dérangé, enfin, c'est débile, quoi. Et tu fais en 6 heures ce que tu pourrais faire en 4. Exactement. Et l'open space, c'est un vaste débat, mais tu vois, l'open space a mis quasiment 30 ans à se démocratiser. Bon, maintenant, on sait que c'est pas forcément une bonne chose. C'est aussi pour ça que le remote, aujourd'hui, je vais pas dire patine, mais en tout cas augmente doucement. C'est parce que ça allait tellement vite. Il faut que les boîtes se structurent, il faut que les boîtes choisissent les bons outils. Et d'ailleurs, on voit le nombre d'offres remote augmente. Il augmente doucement, mais il augmente. Il y a une étude d'un chercheur de Stanford qui s'appelle Nick Bloom, qui dit qu'en fait, c'est le switch de Nike, donc le logo de Nike. Donc ça descend, et là, ça remonte, mais doucement. Et d'ailleurs, moi, toutes les boîtes à qui je parle prennent conscience qu'elles ont besoin d'être plus flexibles, qu'elles ont besoin d'être plus remote. Elles savent juste pas forcément par où commencer. Mais aujourd'hui, les gens en fait ont envie de liberté. C'est ça. Même si le full remote, ça demande beaucoup, tu vois, on l'a bien vu avec l'épisode qu'on vient de faire là, ça demande beaucoup de réflexion, tout ça, beaucoup de changements aussi sur les façons de manager, etc. Donc sur des grosses boîtes, c'est difficile à mettre en place et ça se mettra pas en place tout de suite. Et le Covid a été négatif, enfin le remote Covid a été négatif parce qu'on l'a fait du jour au lendemain, donc c'était pas du tout adapté. Mais clairement, toutes les grosses boîtes, ou la plupart, elles font de l'hybride de plus en plus, etc. Donc, c'est en train de se démocratiser. C'est évident. Et je prends un exemple souvent, les boîtes de conseil, qui en fait, depuis 20 ou 30 ans, ont l'habitude de payer des augmentations tous les ans pour garder les gars. En fait, aujourd'hui, l'augmentation, c'est plus ce qu'ils veulent. En fait, ils te disent, moi, tu me mets en remote, je reste. C'est ça. Les gens, aujourd'hui, sont prêts à gagner moins pour avoir de la flexibilité. C'est un nouveau paradigme. Et ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, le remote, c'est pas une évolution de la façon de travailler, c'est une évolution de la façon de vivre complètement. Donc, c'est pour ça que ça va prendre du temps. Et quand on parle effectivement, un impact sur ta vie, c'est un impact sur ta culture, c'est un impact sur plein de choses. Et on aura peut-être besoin d'1 ou 2 générations pour que ce soit complètement pris en compte. Mais les gens vont pas revenir en arrière. On reviendra pas aux 5 jours semaine au bureau, c'est impossible. Il faut laisser les gens, en fait, choisir ce qui est bon pour eux. Et si tu as 200 employés, tu as 200 cas de figure, en fait. C'est ça. Écoute, merci pour cet épisode. Peut-être une dernière question un peu globale. Si tu devais recommencer, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné vraiment, ou qui n'étaient pas terribles, sur lesquels il y a eu de la friction et que tu remodifierais si tu devais le refaire? L'anglais, tout de suite. L'anglais tout de suite. Non, après, c'est dur à dire parce qu'en fait, on est aussi là aujourd'hui parce qu'on a fait des erreurs par le passé. On est des entrepreneurs, enfin des first-time entrepreneurs. Donc, c'est dur à dire ce qu'on ferait différemment. Peut-être se voir plus. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense qu'on devrait se voir plus.
Et en tout cas, plus poussé d'interaction hors travail, je pense, plutôt. Ok. Ouais. Parce que quand tu te vois plus, quand tu te connais plus, tu bosses mieux ensemble. C'est mieux, ouais. Et d'ailleurs, vous avez jamais fait, tu disais tout à l'heure que vous aviez des séminaires, on va dire, par région. Vous avez jamais fait un truc tous ensemble à Madrid? Pas encore. Non, pas encore. Ok. C'est un sujet qui revient toujours sur la table. Moi, je pense qu'on devrait le faire. Après, c'est vrai qu'on a quand même, on essaye d'un point de vue écologie d'être plutôt clean. Typiquement, quand on se retrouve, on essaye que les gens puissent venir rentrer en maximum. Donc, c'est vrai que tu dis, pour 4 jours, tu fais venir des gens à la fois. Disons que si on fait en Europe, tu fais venir des gens du Latam, de Madagascar, d'Inde, ton empreinte carbone, bonjour, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. On est aussi un peu partagé avec ce sujet-là. Typiquement, Barcelone, sur 6, on est 4 à être venus en train, par exemple. Tu vois. Même Juan de Bruxelles est venu en train à Barcelone. Il est venu 7 heures, mais il est venu en train. Ouais, c'est ça. Alors que du Venezuela, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Tu prends un sacré empreinte carbone là. Ouais, puis en plus tu prends le jet lag le jet lag pour 4 jours, c'est pas forcément terrible, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est un peu pour ces sujets qu'on n'a pas encore fait. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode, Alexandre. C'était très cool de voir comment vous travaillez, comment vous managez JobGather en remote, hyper inspirant. Il y a plein de trucs dont on va pouvoir, j'espère, réutiliser les outils et tout. Donc c'était un super épisode. Merci beaucoup. Bah écoute, merci Xavier en tout cas pour m'inviter. C'était top d'échanger. Si ça peut aider des gens à démarrer, à passer plus flexible. Ce sera enfin, en tout cas, ça t'a fait avec plaisir, quoi. Ouais, et je mettrai dans la description du podcast le lien vers JobGather évidemment et ton LinkedIn aussi. Comme ça, si jamais il y a des auditeurs qui ont des questions. Moi, c'est mon seul réseau social, LinkedIn. Je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'ajoutez, vous m'écrivez avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, si vous cherchez à recruter en full remote, allez sur remotefr.com, c'est la seule marketplace spécialisée dans les jobs 100% en télétravail. À dans 15 jours pour le prochain épisode.